Je me suis réveillée seule dans cette chambre d'hôpital glacial, avec l'odeur de désinfectant qui brûlait mes narines et la lumière fluorescente qui clignotait au-dessus de ma tête, comme un rappel cruel que j'étais encore en vie. Ma main tremblait quand j'ai attrapé le téléphone portable sur la table de nuit, espérant voir un message, un signe qu'il ne m'avait pas complètement oublié. Ce que j'ai trouvé, c'était une photo dans le groupe familial, mon fils Raphaël, sa femme Amélie et mon ex-commère Sophie, la mère d'Amélie, souriant radieux devant un complexe hôtelier en bord de mer. La légende disait « Enfin des vacances méritées ». Des vacances méritées. Les mots résonnaient dans ma poitrine vide comme un cri silencieux. J'étais là, à moins de 24 heures d'une opération cardiaque délicate, et il trinquait au champagne sur une plage paradisiaque. J'ai senti quelque chose se briser en moi à ce moment-là. Ce n'était pas seulement le cœur physique qui avait besoin d'être réparé. C'était quelque chose de plus profond, de plus douloureux que n'importe quel bistouri ne pourrait atteindre. C'était la fissure dans l'âme d'une mère, qui pour la première fois de sa vie comprenait qu'elle était devenue invisible pour la personne qu'elle aimait le plus au monde. Mes larmes coulaient chaudes sur l'oreiller rêche de l'hôpital, mouillant le tissu blanc jusqu'à former une tache sombre de pure désillusion. Je voulais crier, je voulais l'appeler et lui demander comment il osait, mais ma gorge était trop serrée, fermée par la trahison, et la peur que si j'affrontais la réalité nue et crue devant mes yeux, elle me détruirait complètement. L'infirmière est entrée à ce moment-là, avec sa blouse impeccable et son sourire professionnel. « Comment vous sentez-vous, Madame Hélène? Demain, c'est le grand jour. Votre famille est déjà arrivée pour rester avec vous? » Je l'ai regardée et j'ai menti. Ils sont en chemin. Elle a hoché la tête, satisfaite, sans remarquer que je m'effondrais intérieurement. Quand la porte s'est refermée, je me suis permis de pleurer vraiment, avec des sanglots qui secouaient mon corps fragile et faisaient biper les moniteurs à côté de moi. Une infirmière différente est revenue en courant, inquiète, tenant ma main et disant que je devais me calmer, que je ne pouvais pas me stresser avant l'opération. Comment lui expliquer que ce n'était pas la peur de la mort qui me consumait, mais la douleur d'avoir été abandonné par celui qui avait juré d'être à mes côtés jusqu'à la fin. J'ai fermé les yeux et je me suis vu transporter 28 ans en arrière, quand je tenais Raphaël pour la première fois dans mes bras. Il était si petit, si fragile, avec ses yeux sombres qui semblaient regarder directement dans mon âme. J'étais jeune, j'avais seulement 23 ans, et j'étais seul. Son père avait disparu quand il avait appris la grossesse, me laissant avec une promesse brisée et un avenir incertain devant moi. Je me souviens comme si c'était hier du matin où je suis sorti de la maternité avec mon bébé enroulé dans une couverture jaune délavée, sans savoir si j'aurais de l'argent pour les couches du mois suivant. Mais j'ai regardé ce petit visage parfait et je me suis juré que lui ne passerait jamais par ce que j'avais vécu, qu'il serait aimé, protégé, prioritaire avant tout. Et j'ai tenu cette promesse avec du sang, de la sueur et des larmes que personne n'a jamais vues. J'ai travaillé dans 3 emplois simultanément pendant des années. Le matin, je nettoyais des maisons dans les quartiers chics de la ville, frottant des sols en marbre et polissant des cristaux de famille qui ne me regardaient jamais dans les yeux. L'après-midi, je travaillais comme aide-cuisinière dans un restaurant animé, où la chaleur des fourneaux brûlait ma peau et l'odeur de graisse collait à mes cheveux, mon corps, mon âme. Le soir, quand Raphaël dormait déjà, je cousais des vêtements sur commande jusqu'à ce que mes mains soient engourdies et mes yeux brûlants de tant d'efforts. Je dormais 4 heures par nuit, au maximum, mais je me réveillais toujours avec un sourire pour lui, faisant toujours semblant que tout allait bien, que je n'étais pas épuisé jusqu'aux os. Raphaël n'a jamais su ce qu'était avoir faim parce que j'ai eu faim pour lui. Il n'a jamais su ce qu'était ne pas avoir de cadeau à Noël parce que j'ai travaillé le double en décembre, cousant jusqu'à ce que mes doigts saignent. Il n'a jamais su ce qu'était être humilié à l'école pour ne pas avoir le matériel scolaire adéquat, parce que j'ai sauté mes propres repas pour m'assurer qu'il ait tout. Je l'ai emmené à toutes les excursions scolaires, même quand cela signifiait renoncer à acheter des médicaments pour ma propre santé, qui commençait déjà à décliner. J'ai payé des cours particuliers d'anglais et d'informatique avec l'argent que j'aurais dû utiliser pour réparer la fuite dans le plafond de notre petit appartement loué. J'ai essuyé ses larmes à chaque déception, j'ai vibré à chaque victoire, et jamais, pas une seule fois, je n'ai permis qu'il sente le poids du monde sur ses épaules, parce que je portais ce poids seul. Quand il est entré à l'université, ce fut le jour le plus heureux de ma vie. Je me souviens d'être dans les gradins, lors de sa remise de diplôme, des années plus tard, portant la seule robe décente que je possédais, déjà délavée à force de lavage, mais avec le cœur débordant de fierté. Mon fils, mon bébé, était maintenant ingénieur diplômé. Il avait réussi. Nous avions réussi. Il m'a embrassé ce jour-là et a chuchoté « Merci pour tout, maman », et j'ai senti que chaque sacrifice en avait valu la peine. Chaque nuit sans sommeil, chaque repas sauté, chaque douleur ignorée avait un sens parce qu'il était là, brillant et plein d'avenir. C'est alors qu'Amélie est entrée dans nos vies. Elle était belle, venait d'une famille aisée, et j'ai vraiment essayé de l'aimer. Je jure que j'ai essayé. Au début, elle était polie avec moi, bien que j'ai toujours senti une certaine distance, un certain regard de supériorité quand elle observait notre appartement simple ou mes vêtements usés. Raphaël était amoureux, et je ne voulais pas être la mère qui s'immisçait dans le bonheur de son fils, alors j'ai avalé mes réserves et j'ai ouvert mes bras pour l'accueillir.
Le mariage a eu lieu dans un hôtel luxueux que je n'aurais jamais pu payer, et Sophie, la mère d'Amélie, a clairement fait comprendre dès le premier instant que je n'appartenais pas à ce monde. Sophie était tout ce que je n'étais pas. Riche, bien habillée, pleine d'opinions sur tout et tous. Elle me regardait avec un mélange de pitié et de dédain qui me faisait me sentir petite, comme si toutes mes années de lutte et de sacrifice ne signifiaient rien face à son nom de famille et à son compte en banque bien garni. Pendant les préparatifs du mariage, elle m'a exclu de toutes les décisions importantes, me traitant comme une invitée distante au lieu de la mère du marié. Quand je suggérais quelque chose, elle souriait de cette manière condescendante et disait « C'est mignon, Hélène, mais je pense que nous allons faire autrement ». Amélie restait silencieuse, ne me défendant jamais, acquiesçant simplement à sa mère en tout. Après le mariage, les choses ont rapidement changé. Raphaël a commencé à me rendre visite moins souvent. Les excuses étaient toujours plausibles. Travail, engagement, fatigue. Mais je voyais sur les réseaux sociaux les photos de lui au dîner chez Sophie, en voyage de week-end avec la famille d'Amélie, à des événements auxquels je n'étais jamais invité. Quand j'appelais, il était toujours occupé, promettant de me rappeler mais tenant rarement sa promesse. Les conversations sont devenues superficielles, rapides, comme si j'étais une obligation gênante qu'il devait expédier pour continuer avec sa vraie vie. J'essayais de ne pas trop y penser. J'essayais de me convaincre que c'était naturel, qu'il construisait sa propre famille et que je devais lui donner de l'espace. Mais ça fait mal. Ça fait mal d'une manière que seule une mère peut comprendre quand elle voit le fils qu'elle a élevé avec tant d'amour s'éloigner, être modelé par d'autres personnes, d'autres voix qui chuchotent à son oreille des choses que je ne peux même pas imaginer. J'ai commencé à percevoir des changements en lui. Raphaël a commencé à faire des commentaires sur le fait que je devais travailler moins et profiter de la vie, comme si mes années de travail acharné étaient un choix stupide au lieu d'une nécessité de survie. Une fois, Amélie a commenté devant moi que certaines personnes ne connaissent pas la valeur de l'argent parce qu'elles n'en ont jamais eu assez. Et Raphaël n'a rien dit, il a juste changé de sujet. Si vous suivez des histoires comme celle-ci, si votre âme s'est aussi brisée face à l'ingratitude humaine, laissez votre soutien et continuez à recevoir des témoignages qui montrent la force intérieure qui existe en chacun de nous, même quand le monde entier semble nous avoir tourné le dos. Il y a 6 mois, j'ai commencé à ressentir des douleurs dans la poitrine. Au début, je les ai ignorées parce qu'ignorer la douleur faisait déjà partie de ma routine depuis des décennies. Mais les douleurs ont empiré, accompagnées d'essoufflements et d'une fatigue que même mes nuits mal dormies ne pouvaient expliquer. Quand j'ai finalement consulté un médecin, après m'être évanoui au travail, le diagnostic est tombé comme un coup dans l'estomac. Maladie coronarienne sévère. J'aurais besoin d'un pontage coronarien, une procédure délicate qui nécessiterait une hospitalisation, une longue convalescence et surtout un soutien émotionnel. J'ai appelé Raphaël les mains tremblantes, arrivant à peine à former les mots. « Mon fils, je dois subir une opération du cœur. » Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne qui dura une éternité. « Quand » a-t-il demandé, et sa voix semblait distante, presque irritée d'avoir été interrompue. « Dans 3 semaines. » Un autre silence. « D'accord, maman, je vais voir ce que je peux faire. Voir ce que je peux faire. Pas, je serai là, pas, je vais prendre soin de toi, mais je vais voir ce que je peux faire, comme si c'était un engagement de travail qu'il devait caser dans son agenda. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai essayé de lui parler plusieurs fois de l'opération, mais il était toujours pressé. Amélie répondait à certains de mes appels et était polie, mais froide, disant que Raphaël était très occupé, mais qu'il m'envoyait des baisers. Des baisers, comme si des baisers à distance guérissaient la peur d'une femme qui pourrait ne pas se réveiller de l'anesthésie. Je n'ai rien demandé d'extravagant, je n'ai pas demandé d'argent, je n'ai pas demandé qu'ils changent leur vie. Je voulais juste qu'ils soient là, tenant ma main avant que j'entre dans cette salle d'opération, me donnant l'assurance que je n'étais pas complètement seul au monde. 2 jours avant mon hospitalisation, Raphaël est finalement apparu à mon appartement. Je pensais qu'il était venu pour m'aider à ranger les choses, pour parler de l'opération, pour simplement être avec moi. Mais il est à peine entré, il est resté à la porte, mal à l'aise, évitant mon regard. « Maman, je dois te dire quelque chose. Mon cœur déjà si fatigué et malade, s'est accéléré. » Amélie et sa mère m'ont offert un voyage surprise. C'est un complexe hôtelier incroyable, une opportunité unique. J'étais tellement stressée par le travail, et il s'est arrêté, voyant l'expression sur mon visage. « L'opération est demain, Raphaël, » ai-je dit, ma voix sortant plus faible que je ne l'aurais voulu. « Je sais, maman, mais c'est une opération de routine, n'est-ce pas? Les médecins savent ce qu'ils font, et tu es forte, tu l'as toujours été. Une opération de routine. » Il avait réduit une opération à cœur ouvert, une chirurgie qui comportait un risque réel de complications et de mort, à quelque chose de routinier, comme un rendez-vous chez le dentiste. « J'ai besoin de toi là-bas, mon fils, » ai-je réussi à dire, sentant les larmes brûler dans mes yeux mais refusant de les laisser couler devant lui. « Je sais, et je suis désolée, mais tout est déjà payé, les billets, tout. » Et Amélie est tellement enthousiaste, elle a prévu ça depuis des mois. Sa belle-mère vient aussi, ce sera un voyage en famille. En famille, le mot m'a coupé comme du verre. Je n'étais plus de la famille, j'étais une obligation gênante, un poids du passé qu'il préférait laisser derrière. « Tu vas aller bien, maman, tu vas toujours bien. » Il m'a donné une étreinte rapide, mécanique, et est parti. Il n'a même pas demandé si j'avais besoin de quelque chose, si j'avais quelqu'un pour m'emmener à l'hôpital, si j'avais peur. Il a simplement tourné le dos, et est parti.
et je suis resté là, debout au milieu du salon, sentant que le sol avait disparu sous mes pieds. Cette nuit-là fut la plus longue de ma vie. Je n'ai pas réussi à dormir. Je suis resté à regarder le plafond, repassant chaque moment de sa vie, essayant de comprendre où j'avais échoué, ce que j'avais fait de si terrible pour mériter d'être abandonné au moment où j'avais le plus besoin de lui. Et maintenant j'étais là, à l'hôpital, seul regardant cette photo de lui souriant sur une plage pendant que j'affrontais le jour le plus effrayant de ma vie. L'opération était prévue pour 6 heures du matin le lendemain. La nuit fut interminable. Chaque minute semblait durer des heures. Je regardais la porte de la chambre en espérant qu'il apparaisse, qu'il ait changé d'avis, qu'il ait réalisé à quel point il était cruel. Mais la porte ne s'est jamais ouverte pour lui. Des infirmières sont venues, des médecins, des employés du ménage, mais pas mon fils. À 5 heures du matin, les préparatifs ont commencé. Ils m'ont mis sur un brancard, ont vérifié mes signes vitaux, ont expliqué la procédure pour la 1000e fois. « Y a-t-il quelqu'un qui vous attend dans la salle d'attente » a demandé une infirmière gentille. J'ai secoué la tête négativement, incapable de former des mots. J'ai vu la pitié dans ses yeux, et cela a failli me briser. La pitié, c'est ce que j'étais devenue, une femme digne de pitié, abandonnée et seule à 51 ans. Alors qu'il me transportait dans les couloirs blancs et stériles de l'hôpital, j'ai regardé le plafond et j'ai parlé à Dieu. J'ai demandé de la force, j'ai demandé du courage, j'ai demandé de survivre non pas parce que j'avais peur de la mort, mais parce que j'avais peur de mourir sans avoir jamais vécu pour moi-même, sans avoir jamais été plus qu'une ombre dans la vie des autres. Je suis entré dans la salle d'opération, et la dernière chose à laquelle j'ai pensé avant que l'anesthésie ne m'emporte fut « Si je survis à ça, quelque chose doit changer, je dois changer ». Je me suis réveillé des heures plus tard en soins intensifs, désorienté et avec de la douleur. Ma poitrine était bandée, des tubes sortaient de mon corps, des machines bipaient autour de moi. Une infirmière a remarqué que j'étais réveillé et s'est approchée, souriant. « L'opération a été un succès, Madame Hélène. Vous avez été très courageuse. » Courageuse. Je ne me sentais pas courageuse. Je me sentais vaincue, épuisée, vide. « Y a-t-il quelqu'un ici ?» ai-je demandé, ma voix rauque. Elle a secoué la tête avec pitié. « Non, ma chère, mais bientôt vous irez en chambre, et vous pourrez recevoir des visites. » Je suis resté 3 jours en soins intensifs. 3 jours à regarder le plafond, à écouter les sons des machines, à voir d'autres familles rendre visite aux patients à côté, des enfants tenant les mains de leurs parents, des épouses consolant leurs maris. J'étais seul parmi des dizaines de personnes. Raphaël a envoyé un message le 2e jour. « Salut maman, comment vas-tu ?» Amélie a dit que l'opération s'est bien passée. « C'est bien, nous profitons beaucoup ici. Je t'envoie des photos plus tard. Bise. » Il n'a même pas demandé comment je me sentais vraiment, si j'avais besoin de quelque chose, quand je rentrerai à la maison. C'est le 4e jour, quand j'ai finalement été transféré en chambre normale, que le revirement s'est produit. Je somnolais quand j'ai entendu des voix fortes dans le couloir. J'en ai reconnu une immédiatement, mon amie Conception, qui travaillait avec moi au restaurant. « Je suis son amie, et je vais entrer, oui », disait-elle de cette voix ferme et puissante, qui n'acceptait jamais non comme réponse. La porte s'est ouverte avec force, et elle est entrée comme un ouragan, suivie de 3 autres collègues de travail. « Hélène, mon Dieu, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu allais faire cette opération toute seule ?» J'ai commencé à pleurer, et cette fois je n'ai pas pu m'arrêter. Elles m'ont enlacé, se sont occupées de moi, ont apporté de la nourriture maison, des fleurs, de l'affection. Conception s'est assise sur mon lit et a tenu ma main fermement. « Où est ton fils ? Je t'ai toujours entendu parler de lui, avec tant de fierté. » Je n'ai pas pu répondre, j'ai juste secoué la tête. Elle a tout compris sans que j'aie besoin de dire un mot. « Ah, Hélène, ma chère, ça suffit de tout donner de toi, et qu'il ne reste rien. Tu as élevé un homme adulte, maintenant tu dois prendre soin de toi. » C'est Conception qui m'a raconté quelque chose qui a tout changé. « Tu sais, Hélène, il y a quelque chose que j'ai découvert par hasard, et je pense que tu dois savoir. » Elle hésita, clairement mal à l'aise. « Ta belle-fille, Amélie a fait des commentaires au salon de coiffure que je fréquente. Elle riait avec ses amis de la façon dont elle a convaincu ton fils de ne pas annuler le voyage. Elle a dit que tu étais trop dramatique et qu'une opération de routine n'était pas une raison de gâcher leurs vacances. Et il y a plus, elle a pris une grande respiration. Sa belle-mère, cette Sophie, a dit que tu avais toujours été un poids dans la vie de Raphaël et qu'il valait mieux qu'il apprenne à créer de la distance avant que tu ne deviennes un fardeau. » Ces mots sont tombés sur moi comme du plomb fondu. Elles avaient manipulé mon fils, empoisonné son esprit contre moi, transformé mon amour et mes sacrifices en quelque chose de négatif, en quelque chose qui devait être évité. Et le pire, il avait permis ça. Il avait choisi de les croire, choisi leur opinion plutôt que le cœur de sa propre mère. J'ai ressenti de la colère pour la première fois en des années. Pas la colère passagère de la déception, mais une colère profonde, purificatrice, qui brûlait dans mes veines et me donnait une clarté que je n'avais pas eue depuis longtemps. Elles n'ont pas le droit, et je dis, ma voix gagnant en force, elles n'ont pas le droit de définir qui je suis ou combien je vaux. J'ai donné ma vie pour lui, mais cela ne signifie pas qu'il peut me jeter comme des ordures. Conception a souri, fière. Maintenant oui, Hélène, c'est la femme que je connais. Ma convalescence a été lente et douloureuse, mais chaque jour je devenais plus forte physiquement et plus important, mentalement. Mes amis du travail se relayaient pour me rendre visite, m'aidaient avec les choses pratiques, mais surtout me rappelaient que j'avais de la valeur, que je méritais le respect et l'amour.
Raphaël est revenu de voyage une semaine plus tard. Il est apparu à l'hôpital bronzé, détendu, avec un sourire sur le visage et une boîte de chocolat bon marché dans les mains. « Salut maman, je t'ai apporté ça. Comment te sens-tu » Je l'ai regardé, et pour la première fois, j'ai vu clairement. J'ai vu un homme qui avait été élevé avec tant d'amour qu'il n'avait jamais appris à le rendre. J'ai vu quelqu'un qui avait été protégé de toutes les difficultés et qui était maintenant incapable d'affronter l'inconfort pour personne, même pas pour sa propre mère. J'ai vu un étranger avec le visage de mon fils. « Raphaël, assieds-toi. » Ma voix était calme, ferme. Il s'est assis, clairement surpris par mon ton. « Je dois te raconter une histoire. C'est à propos d'une jeune femme qui est tombée enceinte et a été abandonnée par l'homme qu'elle aimait. Elle aurait pu abandonner, elle aurait pu choisir le chemin le plus facile, mais elle a décidé de se battre. Elle a travaillé jusqu'à ce que ses os lui fassent mal, a sauté des repas pour que son fils mange, a renoncé à tout ce dont elle rêvait pour qu'il ait des opportunités. Elle ne s'est jamais mariée, n'a jamais eu d'autres enfants, n'a jamais eu de vie propre parce que chaque respiration était dédiée à lui. Il commençait à être mal à l'aise, bougeant sur sa chaise. Cette femme a vu son fils grandir et devenir un homme qui a réussi. Elle était si fière de lui qu'elle racontait à n'importe qui voulait l'entendre ses réussites. Mais ensuite il a épousé une femme d'une famille riche, et il a commencé à changer. Il a commencé à voir sa mère comme un problème, une gêne. Et quand elle avait le plus besoin de lui, quand elle était seule et effrayée, faisant face à une opération qui aurait pu la tuer, il a choisi une plage. « Maman, Il a essayé de m'interrompre, mais j'ai levé la main. Je n'ai pas fini. Cette femme a survécu à l'opération, mais quelque chose est mort en elle. L'illusion que l'amour inconditionnel et réciproque est morte. L'idée que le sacrifice est toujours valorisé est morte. Et la compréhension est née qu'elle doit maintenant vivre pour elle-même. Je me suis levé du lit avec difficulté, mon corps encore douloureux, mais ma voix ferme. « Raphaël, je t'aime. Je t'aimerai toujours parce que tu es mon fils. Mais l'amour n'est pas se laisser détruire. L'amour n'est pas accepter des miettes et les remercier. Tu as fait un choix, et ce choix m'a montré qui tu es devenu. Mais maman, tu exagères. Ce n'était qu'un voyage. » Il devenait maintenant défensif, sa voix montant. Ce n'était qu'un voyage. Et je répétais, c'était juste les premiers anniversaires auxquels tu n'es pas venu. C'était juste le Noël que tu as passé avec sa famille et pas avec moi. C'était juste les appels auxquels tu n'as pas répondu. Une vie entière de juste qui m'a réduite à néant à tes yeux. J'ai entendu ce qu'Amélie et Sophie disent de moi, que je suis dramatique, que je suis un poids. Et tu les as crus. Tu as permis qu'elles définissent ma valeur. J'ai vu les larmes commencer à se former dans ses yeux, mais je n'ai ressenti aucune satisfaction. J'ai juste ressenti une tristesse profonde pour la personne qu'il était devenu. Je ne vais plus supplier pour ton temps, ton amour ou ton attention. Tu es adulte et libre de faire tes choix, mais moi aussi. Et je choisis de me mettre en premier pour la première fois de ma vie. Je choisis de ne plus être disponible chaque fois que c'est pratique pour toi. Je choisis de me rappeler que j'ai de la valeur, avec ou sans ta reconnaissance. Tu es en train de dire que tu ne veux plus me voir ? Il semblait sincèrement choqué, comme si l'idée que ses actions avaient des conséquences était complètement nouvelle. Je dis que notre relation doit changer. Tu peux faire partie de ma vie, mais tu ne seras plus le centre. Je mérite plus que ce que tu m'as donné, et je n'accepterai plus moins. Il est resté silencieux pendant un long moment, puis s'est levé. Je dois partir. Amélie m'attend. Bien sûr qu'elle l'attendait. Va Raphaël. Mais quand tu partiras, pense à une chose. Un jour tu auras peut-être des enfants. Et si c'est le cas, tu comprendras chaque mot que j'ai dit aujourd'hui. Tu comprendras ce que c'est d'aimer quelqu'un plus que sa propre vie. Et tu espéreras qu'il ne te fasse jamais ressentir ce que tu m'as fait ressentir. Il est parti sans regarder en arrière, et pour la première fois je n'ai pas pleuré. J'ai ressenti la paix, une paix étrange, mêlée de douleur, mais la paix quand même. Les mois suivants ont été de pure transformation. Quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai déménagé dans un appartement plus petit mais à moi, sans dette, sans le poids du passé. J'ai réduit mes heures de travail, et j'ai commencé une thérapie, quelque chose que je ne m'étais jamais permis parce que ça semblait toujours être un luxe. J'ai appris à poser des limites, à dire non, à me choisir. Je me suis fait de nouveaux amis, j'ai participé à un groupe d'artisanat à l'église du quartier, j'ai commencé à peindre, quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais n'avais jamais eu le temps. Raphaël a essayé de